Dans ma dernière vidéo, je vous racontais le procès de Michael Barrison, un homme qui a plaidé la défense pour aliénation mentale, donc pour folie, après avoir tiré sur une de ses élèves. Si vous l'avez pas vue, je vous la remets quelque part là dans le petit i, n'hésitez pas à aller la regarder et puis à essayer de deviner si oui ou non il a été reconnu coupable. En faisant mes recherches pour cette vidéo là sur Michael Barrison, je me suis rendu compte qu'on avait vraiment plein d'idées préconçues sur cette défense, donc on appelle en anglais insanity plea, la défense pour aliénation mentale. On a un peu l'image que tout le monde utilise cette défense, que c'est une défense hyper commune, qui est présente dans tous les États, etc., etc. En fait, on a plein de préjugés, plein d'idées reçues sur cette défense, et je me disais que ça pouvait être intéressant de vous partager un petit peu aujourd'hui l'histoire de ce type de défense, qu'est-ce qu'il en est réellement, et quels sont les cas où ça a été tenté et ça a échoué, les cas où ça a été tenté et ça a été réussi. Donc voilà, j'espère que vous allez apprendre des choses avec moi et que ça va vous permettre de mieux comprendre et de mieux juger les prochaines affaires criminelles. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire cette défense, cette insanity plea, cette défense pour aliénation mentale? Ça veut dire que le ou la criminel n'était pas responsable de ses actions au moment où il ou elle a enfreint la loi. Et ça peut être le cas pour deux raisons. La première, c'est que la personne était complètement déconnectée et n'était absolument pas consciente de ce qu'elle faisait au moment des faits, donc c'est ce qu'a plaidé Michael Barrison typiquement. Et la seconde raison, c'est que la personne était parfaitement consciente de ce qu'elle faisait, mais n'avait pas la capacité de comprendre que ce qu'elle faisait était répréhensible, que ce qu'elle faisait était mal. Donc c'est la fameuse différence, être capable de différencier le bien du mal qu'on va régulièrement interroger dans ce type de défense. Je l'ai pas précisé, mais ça c'est la définition générale pour les États-Unis, et on le sait, aux États-Unis, ça change d'un État à l'autre. Et du coup, en toute logique, la défense, elle va changer d'un État à l'autre aussi, donc on peut entendre des gens qui vont plaider non coupables pour raison de santé mentale, ou des gens qui vont plaider coupables, mais mentalement instables. Comment on fait pour savoir si la défense d'un criminel qui plaide l'aliénation mentale, elle tient la route ou pas? Est-ce que c'est valide, ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui tente de gruger tout le monde? On va évidemment, vous vous en doutez, demander à des experts d'intervenir, donc des psychologues, des psychiatres, qui vont aller évaluer le criminel ou la criminelle. Sauf que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne vont faire que donner des indications. La personne qui va décider si oui ou non ça tient la route, si c'est valide, c'est le ou la juge. A priori, on a des traces de ce type de défense, c'est-à-dire qu'on excusait les gens pour folie, pour aliénation mentale, depuis très longtemps dans l'Antiquité, dans la Rome antique et la Grèce antique. Il semble que ce soit déjà une défense qui était utilisée. Mais la toute première trace écrite qu'on a aujourd'hui, qui nous dit de façon sûre et certaine qu'on a utilisé dans un procès cette insanity plea, c'est en 1724. J'ai pas trouvé quel était le procès en 1724 pour lequel on avait cette trace écrite. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque, les criminels qui étaient reconnus non coupables pour raison d'aliénation mentale étaient libérés. Ils n'allaient pas en prison, il n'y avait pas de système comme on peut voir aujourd'hui d'obligation de soins, là, de se faire soigner en hôpital psy. Et si vraiment on estimait qu'ils étaient quand même peut-être un petit peu dangereux, fallait refaire un autre procès pour les condamner à une peine de prison. Sinon, ils étaient tranquilles et mille, totalement libres. Mais ça va changer en 1800. Qu'est-ce qui va se passer en 1800? Au mois de mai, James Hatfield va tenter d'assassiner, pas n'importe qui, le roi George III d'Angleterre. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il en veut au roi ou quoi? Pas du tout. Son avocat va expliquer que ce brave James, il souffre d'une désillusion qui le pousse à croire, c'est un peu compliqué, accrochez-vous, qu'en fait il doit mourir, mais en étant tué par d'autres gens. Donc en gros, il a voulu s'attaquer au roi non pas dans le but de le tuer, mais pour être arrêté par la garde du roi, qui du coup l'aurait tué. Voilà, c'était ça l'idée du type.
Ça marche très bien en tout cas comme défense, puisque James Hadfield est reconnu non coupable. Problème, le type vient quand même de tenter d'assassiner le roi, et comme je viens de vous le dire, à l'époque, il n'y a pas de prison. Donc il est censé être totalement libre. Qu'est-ce qui se passe s'il repète un petit peu un câble et qu'il retente de tuer le roi? Donc ça ne rassure personne, et il y a une volonté de l'enfermer en fait jusqu'à ce qu'il retrouve ses esprits. Sauf que comme je viens de vous le dire, la loi de l'époque ne permettait pas de faire ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien tout simplement, on fait évoluer la loi, et c'est ce qui va amener l'instauration de la Criminal Lunatics Bill of 800, c'est-à-dire la loi pour les fous de 1800. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Eh bien elle dit qu'à partir de maintenant, tous les criminels qui ont été jugés pour trahison, crime sérieux ou meurtre, et reconnus non coupables pour raison d'aliénation mentale, pour raison de folie, doivent être enfermés jusqu'à ce que le roi décide qu'ils peuvent sortir. C'est une loi qui est restée active pendant pas mal de temps, puisqu'elle n'a été remplacée par le Mental Health Act, donc l'acte sur la santé mentale, qu'en 1983. Mais évidemment, il s'est pas passé de 1800 à 1983 sans que cette loi bouge d'un iota, il s'est passé plein de trucs, et comme bien souvent, ce sont les affaires criminelles qui vont faire évoluer la loi au fur et à mesure. Et dès 1843, il y a une affaire particulière qui va amener une nouvelle loi qui est toujours d'actualité aujourd'hui. En 1843, un homme qui s'appelle Daniel Macnaghten, alors ça s'écrit comme ça, mais semble-t-il ça se prononce Macnaghten, va assassiner un autre homme qui lui s'appelle Edward Drummond. C'est qui Edward Drummond? C'est le premier secrétaire du Premier ministre de l'époque. Pourquoi est-ce que Daniel Macnaghten va assassiner ce brave Edward? Eh bien par erreur, en tout cas c'est ce qu'il va dire. Lui, à la base, il voulait buter non pas le premier secrétaire, mais évidemment le premier ministre de l'époque, qui s'appelait Robert Peel. Et il va confondre les deux hommes, c'est en tout cas ce qui est dit, ce qui est raconté. Pour expliquer son geste, Daniel Macnaghten va déclarer ceci. « Les conservateurs de ma ville natale m'ont contraint à agir de la sorte. Ils me suivent, me persécutent où que j'aille et ont entièrement détruit ma tranquillité d'esprit. Ça peut être prouvé par des preuves, c'est tout ce que j'ai à dire. » Donc on comprend ici que Daniel Macnaghten est persuadé d'être persécuté par les conservateurs, donc un parti politique en Angleterre, et qui ils lui ont dit qu'il fallait qu'il bute le Premier ministre. Ce qui est particulier dans ce procès, c'est que évidemment la défense va se baser là-dessus et dire « vous voyez bien que cet homme souffre d'un trouble mental », mais l'accusation va dire « on est bien d'accord ». Donc là, c'est étonnant, mais on a les deux parties qui sont d'accord pour dire que, effectivement, cet homme souffre d'un délire de persécution. Toute la question du procès à ce moment-là, ça va être est-ce que malgré tout, il était capable de comprendre que ce qu'il faisait n'était pas bien, ce en quoi, pour l'accusation, il serait totalement responsable de ses actes. Ça va être un énorme débat dans le monde anglo-saxon à l'époque. Est-ce que Daniel Macnaghten était responsable ou pas? Est-ce qu'il est coupable ou pas? Finalement, à l'issue du procès, il va être estimé que non, il n'était pas coupable et il va être libéré. Et ça, ça va être un énorme scandale à l'époque, à tel point que même la reine Victoria va manifester son inquiétude, alors que, vous le savez peut-être, la famille royale, d'habitude, ne dit rien, ne parle pas, ne doit pas du tout donner son avis sur ce qui se passe dans le pays ou sur la politique. Là, elle va sortir un peu inhabituellement du silence en disant on a quand même un type un peu foufou qui se balade dans la nature, est-ce que vraiment est-ce que y a pas un truc à faire, quoi? Bon du coup, ni une ni deux, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble des juges et on leur demande d'établir des règles, une sorte de test si vous voulez, qui va permettre de déterminer d'une manière plus précise si oui ou non un accusé peut utiliser cette défense d'aliénation mentale. Et ces règles, ce test qui va être établi, qui existe encore aujourd'hui, s'appelle du nom de l'accusé du coup les Macnaghten Rules, donc les règles de Macnaghten. Il se dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais il se dit que si Daniel Macnaghten passait aujourd'hui le test des Macnaghten Rules, il passerait pas le test et qu'il serait reconnu coupable. Évidemment, au fil des années, il va y avoir d'autres tentatives d'établir des tests ou des règles en tout cas, pour essayer de savoir si oui ou non un accusé a agi à cause d'une maladie mentale. C'est le cas par exemple des Durham Rules. Ces règles, donc les règles de Durham, elles ont été mises au point dans l'état du New Hampshire, et c'est aujourd'hui encore le seul état où elles sont utilisées.
il se dit que si on est accusé de quelque chose et qu'on veut plaider l'insanity plea, eh bien il vaut mieux aller, si possible, si on peut se faire juger dans l'état du New Hampshire, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que les Durham Rules, ce qu'elles disent grosso modo, c'est que si tu trouves 1 ou 2 experts qui disent que tu as effectivement agi dans le cadre d'une maladie mentale, c'est bon, tu es débarrassé, t'es quasiment sûr en fait d'être reconnu non coupable. C'est pour ça qu'elles ont été abandonnées par absolument tous les autres États. Je sais pas vous, mais moi j'avais l'impression qu'aux États-Unis, c'était possible de plaider l'insanity plea dans absolument tous les États. Pour moi, c'était un truc d'ordre fédéral. Et sachez-le, ce n'est pas le cas. Il y a 4 États aujourd'hui aux États-Unis qui n'autorisent pas qu'on puisse plaider l'aliénation mentale. Et ces États, ce sont le Kansas, le Montana, l'Idaho et l'Utah. On peut se poser la question de savoir, est-ce que vraiment c'est légal que ces États ne proposent pas cette option de défense ? Et c'est une question qui s'est posée hyper récemment et qui n'a été statuée qu'en 2020, dans le cadre d'un procès qui avait lieu justement dans l'État du Kansas. Qu'est-ce que c'est que ce procès ? Eh bien c'est celui de Kaller versus Kansas, et donc le procès de James Kaller. James Kaller, c'est qui ? C'est un Américain qui était marié, avait 2 filles et un fils avec sa femme, et sa femme l'a quitté et a demandé le divorce parce qu'elle s'est barrée avec sa coach sportive, je crois. Elle a fait ça, elle a emmené les enfants avec elle, ce que James n'a absolument pas supporté. Il a perdu son emploi dans la foulée, il a fait une grosse dépression, et malheureusement, un soir de Thanksgiving, il a débarqué dans la famille de sa femme, de son ex-femme, et il a tué son ex-femme, la grand-mère de celle-ci, leurs 2 filles, et pour une raison quelconque, il a laissé son fils s'échapper. Il a voulu plaider l'insanity plea, puisqu'il avait des troubles bipolaires reconnus ainsi que des troubles dépressifs. Ça lui a été refusé, il a été reconnu coupable et condamné à mort. Qu'est-ce qu'il a fait James Kaller dans la foulée ? Eh ben, pas folle la guêpe, il s'est dit, si j'avais pu plaider la défense pour aliénation mentale, même si j'avais été reconnu coupable, je n'aurais pas été condamné à mort, puisqu'aux États-Unis, même si on est reconnu coupable dans le cadre d'un insanity plea, on ne peut pas être condamné à mort. Donc, il a fait appel et il a attaqué l'État du Kansas en disant que c'était anticonstitutionnel de lui refuser ce droit à plaider l'aliénation mentale. Il y a donc eu un énorme procès en 2020, au cours duquel la Cour suprême aux États-Unis a dû déterminer si oui ou non certains États avaient le droit, d'après la Constitution américaine, de ne pas proposer cette défense-là. Et il a été conclu que oui, ces États avaient bien le droit de ne pas offrir ce type de défense. Donc, il n'est pas possible, dans tous les États aux États-Unis, de plaider l'insanity plea. Pour avoir droit de plaider ce type de défense, il y a plusieurs cas de figure. Le premier, c'est celui que je vous ai cité au tout début de la vidéo, c'est-à-dire avoir une maladie mentale et avoir agi sous le coup de cette maladie ou à cause de cette maladie qui nous a empêchés, par exemple, de faire la différence entre le bien et le mal. Il y a aussi la possibilité de plaider la folie passagère, qui est quelque chose quand même qui tend un petit peu à disparaître, même si on l'a vu dans l'affaire Barrison, c'est lui ce qu'il a plaidé, c'est la folie passagère. C'est un type de défense particulier dans cette défense pour aliénation mentale, qui était pendant très longtemps utilisé pour ce qu'on a appelé les crimes de passion, donc c'est quelque chose qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui. Le terme de crime passionnel, quand on parle de relation amoureuse, a été remplacé par celui bien plus juste de féminicide, et en général suite à des violences conjugales. Ensuite, il y a aussi la possibilité, dans le cadre de cette défense pour aliénation mentale, de plaider non pas vraiment la maladie mentale, mais de dire que l'accusé a quand même des circonstances atténuantes. Ça peut être le cas par exemple pour quelqu'un qui aurait un QI très bas, qui du coup peut-être comprendrait plus ou moins la différence entre le bien et le mal, mais qui aurait peut-être un peu des difficultés à toujours l'appliquer ou qui pourrait être très facilement manipulable par exemple. Et puis évidemment, si quelqu'un commet un crime après avoir été drogué ou alcoolisé à son insu, ce qui je pense n'arrive quand même pas hyper souvent, mais bon, c'est prévu par la loi, donc c'est que ça a dû arriver, et bien là encore on peut plaider cette insanity plea et dire qu'on était momentanément pas responsable de ce qu'on faisait parce qu'on n'avait pas accès à toutes nos facultés et que c'était pas de notre faute.
Je vous disais au début de la vidéo, on a un petit peu l'idée dans notre imaginaire, je trouve que cette défense pour aliénation mentale, elle est utilisée super souvent et qu'elle marche très très souvent. C'est absolument pas le cas dans la réalité. Cette insanity plea, en réalité, est utilisée dans moins d'1% des cas de tous les procès qui ont lieu aux États-Unis. Et quand elle est utilisée, elle ne fonctionne, c'est-à-dire que l'accusé n'est reconnu coupable pour aliénation mentale ou non coupable pour aliénation mentale que dans 26% des cas, ce qui est très très peu, on est sur 26% de 1%, même pas, moins de 1%, et dans les 26% des cas où ça fonctionne, 90% des accusés avaient déjà un passé dans lequel il y avait des troubles mentaux, ils avaient déjà une maladie mentale reconnue et diagnostiquée. Donc vous voyez que c'est pas si simple, de l'utiliser, en plus ça peut être rejeté, c'est pas présent dans tous les états, et même quand c'est utilisé, bien souvent ça ne fonctionne pas. Je pense que le cas le plus connu, c'est celui en 92 de Jeffrey Dahmer. Vous connaissez certainement l'histoire de Jeffrey Dahmer. C'était un tueur en série américain qui a été aussi poursuivi en plus de ses meurtres pour cannibalisme, démembrement et j'en passe. Et il y a eu tout un docu sur Netflix, je pense que vous savez très bien qui est Jeffrey Dahmer. Il a tenté de dire que c'était pas de sa faute, qu'il n'était pas responsable de toutes ses actions au moment de son procès. Ça a été refusé par le juge, et à l'époque, il y a beaucoup de gens qui ont vu ça comme la fin de l'insanity plea. Ils se sont dit, mais en fait, c'est tellement atroce ce qu'a fait ce mec, ça ne peut être que de la folie. Et en fait, si même un taré comme lui ne peut pas plaider l'insanity plea, alors qui peut ? Bon, finalement, c'est malheureux à accepter, mais il y a des gens qui sont des monstres, qui sont parfaitement responsables de leurs actions, et à l'inverse, d'autres qui ont de vrais problèmes de santé mentale qu'il est important de prendre en compte, et ça n'a pas été la fin de l'insanity plea. Un autre cas célèbre, c'est celui du cas de Jonathan Schmitz en 1995. C'est un cas qui est très connu parce que, je vais pas dire il a été filmé, c'est pas le cas, mais en tout cas il s'inscrit dans le cadre d'une émission de télé, une émission qui s'appelait The Jenny Jones Show. Cette émission de télé a organisé une émission spéciale sur le thème de « Venez donc déclarer devant des milliers de spectateurs, voire des millions de spectateurs, votre crush secret pour une personne du même sexe ». À cette émission participe un jeune homme qui s'appelle Scott Amedure, qui vient déclarer sa flamme à un de ses voisins, qui s'appelle donc Jonathan Schmitz. Sur le plateau, la présentatrice va fortement encourager Scott à parler un petit peu d'à quel point il craque pour son voisin, et même de dévoiler les fantasmes qu'il a sur cet homme. Il va rentrer dans les détails jusqu'à ce qu'on fasse rentrer Jonathan Schmitz. Alors, la prod a dit qu'il l'avait prévenu du thème de l'émission, que c'était forcément quelqu'un qui était du même sexe que lui. Lui a dit par la suite que c'est absolument pas vrai, qu'on lui a pas dit qui c'était, et que du coup il avait un petit peu fantasmé et qu'il s'était imaginé que c'est peut-être son ex qui tentait de revenir devant des millions de personnes, pourquoi pas. Bref, il rentre sur le plateau, il voit que c'est Scott et pas du tout son ex-fiancé. Il y a un petit moment de malaise, les deux hommes se font un petit hug, et puis Jonathan dit désolé, mais je suis 100% hétéro. Et en théorie, ça s'arrête là. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Bon, il y a eu plein de théories et plein de choses, encore une fois, c'est un cas assez célèbre, et il y a un docu sur Netflix, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez plus de détails. En tout cas, 3 jours après avoir filmé cette émission, Jonathan Schmitz a assassiné Scott Amedure. Et il a tenté, vous l'avez compris, de plaider la folie passagère en expliquant qu'il n'avait pas supporté l'humiliation devant les millions de spectateurs qu'on ait pu lui faire une déclaration qui venait d'un homme. Voilà, les années 90. Bon, évidemment, ça va être refusé. Il ne va absolument pas pouvoir plaider la folie, et c'est tant mieux, et il sera condamné à la prison pour, je sais plus, minimum 25 ans, je crois, puis il a fait appel, ça a été cassé, finalement, la peine a été remise. Finalement, il est sorti en août 2017, après 22 ans, je crois, de prison.
Mais il y a aussi des cas célèbres pour lesquels l'Insanity Plea a bien fonctionné. Le plus célèbre d'entre eux, c'est en 1981 pour John Hinckley Jr. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. John Hinckley Jr., c'est un type qui faisait une fixette sur l'actrice Jodie Foster. Il l'a vue jouer dans Taxi Driver, il est devenu complètement fan de cette femme, et il était persuadé qu'il fallait absolument qu'il fasse quelque chose de fou pour attirer son attention. Il l'a harcelée et tout, ça a été une histoire franchement assez glauque, et il a fini par tenter d'assassiner le président américain de l'époque, qui était Ronald Reagan, pour impressionner Jodie Foster, qui ne savait pas qui il était, enfin qui savait pas. Il la harcelait jusqu'à l'université, donc je pense qu'elle avait une petite idée de qui c'était au bout d'un moment, mais bon, il s'était fait toute une fixette sur elle, et il avait décidé d'assassiner le président pour l'impressionner. Et évidemment, dans un cas comme le sien, il a pu plaider l'aliénation mentale, et je pense qu'il a été mis en hôpital psychiatrique, mais il n'a pas été condamné à de la prison. Un autre cas célèbre pour terminer dans lequel la folie passagère, cette fois, a pu être plaidée et a fonctionné, c'est un cas dont vous avez encore une fois peut-être entendu parler, c'est celui de Lorena Bobbitt, en 1993. Lorena Bobbitt, elle est mariée avec un homme qui s'appelle John Bobbitt, qui, semble-t-il, est violent depuis des années et qui abuse sa femme depuis de nombreuses années. Un soir où il a particulièrement bu, il rentre chez lui, il viole sa femme, c'en est trop pour Lorena. Elle se rend dans la cuisine, elle attrape un couteau et elle va pas poignarder son mari, non, elle va lui couper le pénis. Elle prend ensuite le bout qu'elle vient de découper, elle se barre en voiture, à un moment donné sur la route, elle ouvre la fenêtre, elle balance le bout de la bite de son mari et elle se rend à la police. Elle a plaidé de la folie passagère au moment de son procès, suite aux nombreux abus qu'elle a subis de la part de son mari, et elle a été reconnue non coupable, même si elle a quand même dû passer 45 jours dans un hôpital psy. Elle a pu en sortir et continuer sa vie, divorcer, etc. Si vous vous demandez ce qui est arrivé au pénis de John Bobbitt, sachez, soyez rassurés, que la police l'a retrouvé. Ça a dû être une mission quand même extrêmement chelou d'envoyer des flics chercher dans un champ le morceau de pénis coupé d'un inconnu. En tout cas, ils l'ont retrouvé et les chirurgiens ont pu rattacher le morceau à son propriétaire. Ça a dû, j'imagine, quand même relativement bien marcher puisque John Bobbitt a tourné dans plusieurs films porno à la suite de cette mésaventure. Bon, dont un qui s'appelle Frankenpenis. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, vu le titre, on peut peut-être se demander si ça a été, si peut-être ça se voit. Écoutez, je vous laisserai aller le voir si vous le souhaitez et me dire ça dans les commentaires. Voilà un petit peu pour la défense pour aliénation mentale, j'espère que vous avez appris des choses pendant cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et puis n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le procès de Michael Barryson si vous ne l'avez pas vu, si ce type de format, comme ça un petit peu explicatif avec des cas célèbres vous plaît, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces et puis à me le dire dans les commentaires, comme ça j'en referai d'autres avec grand plaisir. Sur ce, je m'arrête là et je vous dis à bientôt pour un prochain procès qui, vous allez le voir, va être un sacré délire. À bientôt. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.